Bonjour à vous qui êtes comme nous atteints et atteintes du syndrome ciné et bienvenue pour ce 4e épisode de notre série de podcasts pour la 53e édition du festival La Rochelle Cinéma, FEMA pour les intimes, une série que vous pouvez suivre jusqu'à la fin du festival, jusqu'au 5 juillet. Allez, gauche avec moi. Mais il est complètement fou ce mec. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. À quoi? On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Serial killer. Tueur en série. Ah, serial killer. Et on va commencer par le premier film qu'on a vu hier matin, qui était le premier film le premier film qu'on a vu avec Barbara Stanwyck, qui est l'affiche du festival de cette 53e édition. Et donc ce film, c'était Stella Dallas. Un choix, c'était plutôt notre plan B, puisqu'au départ on voulait aller voir Les accusés de Jonathan Kaplan, qui est dans le cadre de la journée dédiée au film de Jodie Foster, dans lequel elle a joué, donc qui était un film dont on n'avait jamais entendu parler. Apparemment, elle a eu un Oscar de la meilleure actrice, son premier Oscar pour ce film-là. On était très curieux, malheureusement la queue était monstrueuse et on s'est fait recaler à 10 places près. Voilà, c'était tragique, mais on a vu un bon film à la place. Voilà. Mais du coup, on allait voir Stella Dallas de King Vidor, un film du coup qui fait partie des women films. Je sais plus comment il appelle ça, le gars qui présentait. Oui. Le type qui présentait ce genre de mélodrame américain, je crois que c'était Woman's Picture. C'était l'idée de suivre le parcours d'un personnage féminin, que ce soit dans sa vie d'épouse, de mère ou de maîtresse, ou tout un tas de rôles et de difficultés dans sa vie, notamment après dans un cadre de post-Grande Dépression notamment. Donc c'est pas mal de ce que j'ai compris, c'est pas mal de films qui se faisaient dans les années 30 aussi, globalement. Et c'est le cas de Stella Dallas qui sort en 37, je crois. Voilà, tant que j'ai le micro, je m'en sers pour donner la parole. Vas-y Olivier, je crois que malheureusement tu n'as pas été absolument conquis par le film de King Vidor. Malheureusement non. King Vidor, on en avait déjà vu un, je crois, il y a 2 ans à La Rochelle. Et j'en avais gardé un souvenir de c'était plutôt bien. C'était pas forcément ce que je préférais, mais c'était plutôt bien foutu. Et là, je dois avouer que C'était quoi le film de King Vidor que t'as vu la dernière fois? je crois C'est pas un Bette Davis? ouais, peut-être bien. Ah oui, C'était c'était la garce. La Rebelle. La rebelle ou la... Oui, Je la crois, garce. oui, c'était la garce de King Vidor, c'est vrai. Oui, avec quelque chose Davis, comme ça, ouais. j'avais pas- Mais bref, ouais, non, pour moi, non. Mais j'avais pas désolé, fait le lien. non, désolé. Mais oui, mais non, non, j'ai vraiment pas du tout kiffé celui-là. J'ai pas réussi vraiment à rentrer dedans. Je crois que je suis rentré. Je disais, c'est hier par rapport à The Terrorizer que j'avais dû rentrer dedans dans les 20 dernières minutes. Si je pense que c'est pire, c'est vraiment dans les 10 dernières minutes où je commence à me dire, ok, il y a des trucs un peu intéressants. Je vais commencer par le positif. Il y a des scènes que je trouve très belles et très réussies, que ce soit des scènes de discussion entre deux mères par exemple, qui est sans doute l'une, si ce n'est la plus belle scène qui est dans la scène de fin, qui est très très réussie. Et sinon, je me contrefous de ces personnages, hein. C'est terrible, mais je m'en suis battu les couilles. Principalement, je pense, parce que son personnage principal est très très ancré du coup dans une époque et est clairement renvoyé au fait qu'elle est amoureuse d'un personnage, et pendant, je pense, au moins 1h30 de film, sa seule caractérisation ou presque, c'est son amour pour cet homme et ses relations avec d'autres hommes, et c'est tout. On connaît pas spécialement d'autres trucs de ses goûts, de la manière dont elle éduque sa Amour fille, qui des au trucs comme départ ça. n'en est pas vraiment non. Enfin, elle veut juste profiter de son argent. Justement, il y a aussi de ça, et du coup, on la voit vraiment qu'au travers de personnages masculins, et en soi, c'est presque pas un personnage à part entière, et je trouve ça assez dommage, et je pense que c'est pour ça que je m'en suis complètement battu les couilles. Et le reste des personnages, c'est un peu pareil, à part peut-être du coup pour l'oncle Ed, qui est une sous-merde comme c'est pas possible. Tous sont plus ou moins caractérisés par rapport à leur relation entre personnages, et pas par rapport à eux-mêmes. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a bloqué dans ce film, et qui a fait que je m'en battais les couilles pendant la quasi-totalité. J'ai trouvé le temps long, parce qu'il faut dire aussi que le rythme de ce film est un peu bizarre. Ça m'a fait penser étrangement aux Affranchis de Martin Scorsese. Alors, grand écart, mais je l'avais vu venir, voilà. alors, Les commentaires sont là pour dire si vous je l'avez vu venir. me n'hésitez permets pas, de parce que moi jamais j'avais vu cette comparaison dans non, ma tête. Mais non, vas-y, mais parce que Olivier. Les Affranchis est déjà un bon film, donc c'est la différence qu'il y a. Non, je tacle, c'est pas mauvais, loin de là. Non, oui, non, le truc, c'est que Les Affranchis t'enchaînaient beaucoup de plein de petites scènes qui duraient parfois 2-3 minutes.
Ils les enchaînaient assez rapidement et ça donnait l'impression d'un film qui était long avec quand même un rythme soutenu. Là on a un petit peu le même truc, c'est qu'on va enchaîner parfois 30 secondes fondu au noir et on va avoir à nouveau une scène et ça s'enchaîne assez rapidement, sauf que il y a un rythme qui est pas pareil, il y a une certaine lenteur qui s'installe et ça fait qu'on a l'impression que le film en termes de ressenti c'est quasiment 2h20, 2h30 sur un film d'1h40. Après, ça, c'est un peu le rythme de tous les films des années 30, Après, 40. après plus ou moins, parce qu'il y en a certains qui, eux, pour le coup, ont vraiment un rythme endiablé. Tu prends Elsa Poppin, c'est un film qui va à 1000 à l'heure, Oui, mais qui a à attends. cœur d'avoir vraiment un rythme et tout. Casablanca est aussi bien rythmé Oui, qu'un Scorsese. et même, des années 90. justement, je sais plus si c'est La Rebelle ou La Bagarre de King Vidor qu'on a vu il y a 2 ans, même s'il y a aussi un rythme lent, c'est un film qui était bien plus maîtrisé sur son rythme global et qui se racontait bien mieux au niveau des scènes et qui était beaucoup plus prenant, quoi. Oui, d'accord, mais Je là, pense vous pas que ce sortez soit- 3 chefs-d'œuvre, donc évidemment. Mais je veux dire, la Le plupart dernier des King films Vidor est pas un étaient- chef-d'œuvre, hein, c'est un bon film, mais c'est. Non, ça mais rentre pas là-dedans. Casablanca, par exemple, vous sortez Casablanca Oui, ça, oui. ou quoi Ou Elsa Poppin. Ou Elsa Poppin, mais c'est Oui. pas une comédie, Elsa Poppin. Ah si, c'est une Oui, comédie donc, aussi enfin, après. c'est donc, c'est un autre rythme, c'est un autre exercice. Mais T'as des comédies lentes aussi, hein, mais oui. Ah ouais T'as des comédies lentes aussi, mais oui. oui, non, mais pas vrai. Mais ok. Là, c'est un mélodrame classique. Oui, il y a cette lenteur dans le rythme, et puis les scènes qui s'enchaînent. Le son aussi, qui est un peu hypnotisant, je le rappelle. Oui, le vieux son, mixage des vieux films. C'est ça. Mais oui, effectivement, enfin, on a beaucoup de mal à s'attacher au personnage pendant un moment. Et c'est en fait quand elle prend en main son rôle de mère et qu'elle a vraiment du mal à gérer ses relations sentimentales et puis son rôle de mère, que je commence vraiment à m'attacher. Mais c'est vrai que pendant une bonne partie du film, je suis pas vraiment avec elle. Je trouve qu'elle profite aussi un peu des autres quand même, pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Pourquoi tu... Je gesticule mon désaccord. Après, j'y croyais pas trop comment c'est, Women's Pictures, j'y croyais pas trop. En mode, oui, vous voyez, on fait des films féministes et tout. Il y a vraiment des scènes où il y a deux mères qui parlent de que c'est compliqué d'être une mère, d'être une épouse à cette époque-là. Il y a des relations mère-fille, il y a des scènes sublimes entre les deux personnages. Donc Très pour bien joué. ça, Ouais. donc ça j'étais surpris parce que j'y croyais vraiment pas à ce film des années 30 féministe. Oui, tu t'es Alors dit, je dis pas que Oui, il est juste, oui. voilà ça. Mais tu t'es dit, bon, ok, il y a un universitaire qui veut vendre à un public de 2025 un vieux film en noir et blanc. Tu t'es dit, Ouais. il a exagéré. Et bah, ça tient un peu la route, même si effectivement il y a des. Oui, après il y a C'est pris dans des contradictions d'un film, d'un woman's picture des années 30. Donc forcément. Et surtout au début, il y a des scènes en mode oui, alors une femme, il faut qu'elle cuisine, machin. Oui, non, enfin pour draguer l'homme qu'elle veut épouser pour son argent, elle est en mode regardez, je fais bien la cuisine, etc. Regardez, je m'habille bien, voilà. Donc elle est mais j'ai l'impression que le film va à l'encontre de ça et justement Oui, elle est très maline. Genre, oui. c'est genre le personnage sait que oh non oui elle va acheter un truc chez le traiteur. Elle se garde bien de dire qu'elle a acheté chez le traiteur et que oh non c'est moi qui l'ai fait mais vous savez c'est pas grand chose histoire de les impressionner. Non mais elle est très maline. Elle est très maline. Non moi j'ai beaucoup aimé le film. Je suis très content Olivier que tu me rappelles que La Gare c'était aussi un film de King Vidor parce que je n'avais pas fait cette connexion dans ma tête entre ces deux films que j'aime beaucoup et dans lequel je suis peut-être le plus entre nous trois à les aimer. Et ce que je disais, oui, non, moi j'ai très vite, je me suis attaché à ce personnage, très vite j'avais envie qu'elle s'en sorte, qu'elle soit heureuse. Oui, c'est ça, on l'a pas vraiment résumé le film. Donc c'est l'histoire de Stella qui est issue d'un milieu ouvrier au Massachusetts, c'est ça, et donc elle rêve de sortir de cette condition, et donc elle essaye de draguer un beau mec qui a beaucoup plus de thunes qu'elle. Ce qui l'amène à un mariage plutôt heureux au début, mais évidemment les lois du scénario s'appliquent. Forcément, il va se passer des trucs dans cette relation amoureuse entre deux. Et donc voilà, des questions de classe sociale et de place des femmes dans la société vont s'imbriquer dans ce récit, assez prenant avec des personnages qui eux aussi m'ont beaucoup plu, même s'ils sont caractérisés de façon assez simple ou même s'ils sont finalement peu défini en tant qu'individu. J'entends ce que tu dis dans le fait que le perso de Stella Dallas existe dans son rapport aux hommes et qu'on finalement on sait assez peu de choses sur elle. Malgré tout, c'est peut-être quelque chose dans le jeu ou dans le jeu de Barbara Stanwyck que je redécouvre, parce que l'assurance sur la mort, c'est pas son personnage que je retenais du tout, puisque c'est pas le centre du film.
Mais là-dedans, je la trouve vraiment très 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 bien. Elle m'a beaucoup bluffé. Elle a beaucoup fait pour que je m'attache à son personnage. Je trouve qu'il y a tellement de scènes ou de jeux de regard que je trouve, ou même de moments très drôles qu'elle sert vraiment très très bien. Moi, je trouve le film vraiment vraiment réussi. Beaucoup de scènes que j'aime beaucoup. Moi, toute sa relation avec sa fille, je la trouve magnifique. Là où je trouve que je comprends que le film, parce qu'effectivement, même pour moi qui aime beaucoup le film, j'ai vraiment eu l'impression d'un film de 2h20, tout en sachant que ça durait 1h45. Mais je comprends ça, bon déjà parce que c'est un film des années 30 qui enchaîne parfois des petits segments encadrés par un fondu au noir, donc il y a quelque chose qui peut casser un petit peu le rythme. Mais malgré tout, c'est des segments où on voit parfois, tu parlais de segments de 30 secondes, parfois c'est 4-5 minutes consacrés aux personnages et à leurs relations, à leur interaction, à comment ils se parlent, qu'est-ce qu'ils osent se dire, qu'est-ce qu'ils osent pas se dire et qu'on devine derrière des jeux de regard. Moi je trouve qu'il y a plein de choses très très émouvantes, très très belles, très très drôles. Et très très triste aussi dans ce film. Qu'est-ce que c'est? Bref, moi je trouve ça très très beau. J'en avais entendu beaucoup de bien et j'avais un peu peur de m'être sur-hypé. Non, moi je suis très 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 heureux d'avoir découvert Stellar Dallas de King Vidor. Donc voilà, j'invite quiconque nous écoute à l'essayer un jour. Voilà, c'est très très bon. On change de pays, on change d'époque et de genre. Oui, ça y est. Oui, on va. Oui. On va avec Michel Ochelot découvrir son premier ou un de ses premiers, on ne sait pas exactement, court-métrage qui s'appelle Les Trois Inventeurs, qu'on a découvert entouré d'enfants. Oui. C'était une séance écolière, suivie de Prince et Princesse, Oui. voilà, que moi j'avais revu il n'y a pas longtemps pour un travail. Mais donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce court-métrage d'animation fait avec du coup des napperons de table qu'il a découpé. C'est ça, un film de silhouette comme Prince et Princesse, mais c'est pas des silhouettes noires, c'est des silhouettes blanches. Donc c'est un espèce de film en silhouette avec de la dentelle en papier, on pourrait dire ça comme ça. Et ça dure 15 minutes, quelque chose comme ça. Et toi, Olivier, notre spécialiste de l'animation. Oui. Et alors si on nommait la toute fin du film, qui vient défaire un petit peu dans une pirouette maladroite ce qui était amené auparavant, c'est archi fort pour un mec qui a fait ça seul dans un garage. Alors, il a pas fait ça seul, mais... Oui. Il est seul animateur sur ce court-métrage, mais c'est son premier court-métrage produit. Oui. Donc il a une petite production autour de lui, petite production autour de lui. Oui, mais seul animateur, c'est mon Dieu. Non, c'est complètement fou en termes déjà de maîtrise et sur plein de trucs. Je crois qu'il y a vraiment au moins 5 ou 10 plans où je me suis dit, oh putain, le temps que ça a dû prendre. Oh, ce walk cycle, qu'est-ce que ça a dû prendre. Ok, ce truc-là, ça a dû être chiant. Il y a un truc qui est tout con, mais c'est une petite scène où on voit des fans broder et tout. Je pense que, surtout qu'en plus, ça c'est en rythme et tout, ça a dû lui prendre un temps, mais monstrueux, juste pour un plan qui dure 5 secondes à tout péter. C'est complètement fou, et même en termes de visuel, ça envoie. Non, c'est très très cool, les Trois Inventeurs. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est la fluidité. Ouais. Il n'y a pas une image qui saccade, c'est vraiment... Non, Tout chouïa, mais oui. un petit peu, mais genre... Donc c'est l'histoire de trois inventeurs, un homme, sa femme et... Le petit prince. Et la petite inventrice. Et la petite inventrice, exactement, qui sont dans leur maison, qui est une espèce un labo de recherche, en grand labo d'invention. Et donc ils inventent tous les jours de nouvelles choses. Et donc il y a les gens autour qui les observent et qui les jugent et qui les menacent et qui cassent leurs inventions. Qui rejettent leur créativité d'inventeur / artiste. Voilà, peut-être que Michel se projette dans ces personnages, je sais pas. Et le conflit entre le peuple et les inventeurs prend plus d'ampleur avec les politiques qui s'en mêlent. Oui, donc du coup, à un moment, l'inventrice fait du vélo, ça fait partie de son invention. Les pédales, c'était hyper fluide et j'étais là, mais putain, mais c'est impressionnant, quoi. Même au niveau des thématiques, c'était... Le fait d'avoir des personnages qui créent et on essaie de détruire l'innovation, la création, l'originalité. Je trouve ça magnifique et la fin est hyper badante. Même si ce petit truc qui te gêne, Olivier, moi ça me gêne pas forcément. Moi je trouve que c'est dommage qu'ils ne soient pas allés jusqu'au bout justement par rapport à ça. Moi j'aime bien la pirouette parce que on en parlera après, ce serait spoilé. Mais non, moi ce que je veux redire aussi, c'est que si on est autant impressionné par la technique du film et ses visuels et sa poésie, c'est aussi parce que juste avant on avait eu un atelier d'une 30aine de minutes, parce que c'était une soirée, c'était une séance ouverte aux plus jeunes. Donc il y avait
une trentaine, une cinquantaine de gamins, sûrement beaucoup plus dans la salle. Une centaine de gamins très bruyants, très vivants, qui étaient là pour le film. Mais juste avant, donc, on avait une dame qui venait faire un petit atelier pour leur expliquer comment on fait ce genre de film. Voilà. Et donc d'avoir ce petit atelier où ils ont pu apprendre comment on fait image par image de l'animation en volume avec des morceaux de papier, ça nous a amené, nous, en plus, à imaginer déjà le travail incommensurable pour un plan très simple, et puis à se plonger d'autant plus dans la magie de ce genre de petits films, de courts-métrages très très beaux, avec en plus cette invitation à la créativité dans le film même qui rend ça très très fort. Non, moi j'étais très très surpris. Je pensais être déçu. Bon, ok, premier film, il s'essaye. Apparemment, il a fait ça en découpant du papier blanc. Bon, ok, il a pris du papier A4, il a fait des petites formes jolies et il a fait un film. Moi, c'était le visuel que j'avais en tête et je me suis pris une claque de fou furieux. Le frérot, il fait ça en 79, il est né en 43. Il a pas 40 ans quand il fait ça à peu près tout seul. C'est une dinguerie et c'est annoncé effectivement du bon pour la suite. Serait-ce une transition pour le long métrage qu'on a vu juste après, Olivier, Prince et Princesse, ce film que tu découvrais tout à l'heure. Parce que, alors, même si j'ai eu moult occasions de le voir étant enfant, je l'ai jamais vu du coup. Ça a toujours été le reste de ma famille. Et c'est un de ceux qui me manquait. Et bah, plutôt cool en vrai, du coup, Prince et Princesse. Ça s'enchaîne plutôt bien. Bon, alors, comme pour tous les films à sketch, ou alors pas vraiment à sketch, mais à segment et tout, il y en a forcément certains qui sont un petit peu meilleurs que d'autres. T'en as certains qui sont un peu plus inégales, mais sinon, ça envoie. Visuellement, c'est super beau. Et surtout, le truc, c'est que t'as plein de petits messages très cool d'ailleurs pour des gamins et tout. Ne serait-ce que le tout dernier. Mais même plus, même la sorcière, genre merci d'avoir frappé à la porte et d'avoir demandé mon avis. Oui, justement, la sorcière, t'as tout. Après, ça, c'est vraiment partie d'Oslo, qui a toujours des messages de tolérance et d'essayer de comprendre l'autre et des trucs comme ça. Là, j'étais plus sur le consentement, là. Alors, le consentement, oui, en effet, mais après, je pense qu'il y a aussi. Oui, bien sûr, évidemment. Oui. Plus s'intéresser à d'autres cultures, et puis, visuellement, c'est super beau. Ouais. Donc non. La première histoire avec les fourmis qui apportent les perles et tout, je trouve ça magnifique. Oui. C'est très joli. Non, mais... À un moment, le film est sorti en 2000, ça, vous avez 25 ans pour le voir. Non, c'est hyper poétique, c'est trop beau. Oui. Donc si jamais, vous non plus, vous avez mis beaucoup de temps à voir Prince et Princesse, ça dure 1h10, c'est 6 petites histoires, c'est deux enfants qui, la nuit, vont dans un vieux cinéma avec un vieux projectionniste et ils découpent du papier, ils découpent pas de papier. Ils inventent des histoires, ils se font des costumes et ils jouent à des petites histoires de Prince et Princesse, justement. Et oui, effectivement, film à sketch, donc il y a un truc de rythme un peu particulier, parce que c'est 6 blocs, mais... Qu'est-ce que c'est je pensais que ça allait Bon, je l'ai déjà vu, j'ai revu des extraits il n'y a pas longtemps, c'est bon, machin. Quel pied que c'était de revoir ça. Et même d'entendre une centaine de gamins réagir au film, c'était vraiment très inspirant, très beau, quoi. C'était vraiment une très très chouette séance. En plus, j'ai redécouvert des extraits, c'était trop bien. Et oui, le dernier conte, effectivement, vive les trans. Bravo les trans. Bravo les trans. Nique la République, mais vive la trans. Vive les trans, voilà. Une dernière chose à dire, c'est, je sais pas si vous avez noté, mais du coup, entre chaque conte, on revoit, on a un plan large du cinéma, et le logo du cinéma est cassé. Les lumières autour sont un peu éteintes. Et donc on a ce vieil homme et ses deux enfants qui sont dans le cinéma, et ça fait comme si c'était une résistance ou une lutte de la créativité face au cinéma qui est désert, qui est un peu voilà, j'ai revu ça parce que je m'étonnais toujours de voir ce cinéma avec l'emblème un peu cassé. Parce que le film il sort au cinéma en 2000. Je suis allé vérifier tout à l'heure. C'est un projet qu'il avait fait pour la télévision à la fin des années 80. Et plus tard, il a pu le remanier un petit peu, enlever une ou deux histoires, pour que ce soit plus court et le diffuser au cinéma. Mais ça veut dire qu'effectivement, il fait son film dans un moment où, je crois que c'est jusqu'en 1993, le nombre d'entrées en France tous les ans ne fait que chuter. Donc voilà, c'est juste une stat qui m'est revenue. Ça se trouve, c'est un peu lié à ça. Mais heureusement, quand son film sort en 2000, ça commence à remonter, et depuis on ne fait que remonter. Voilà, grâce à lui et à lui seul. Voilà. Ce soir on simp Michel Flo. Tu rigoles, mais il a fait Kirikou, Azura Asmar derrière. Oui, c'est ça. Ça a bien aidé quand même. Oui, non, c'est ça, justement. Je suis allé vérifier la chronologie du truc, parce que son premier long métrage c'est Kirikou.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur Michel Slo et ses 2 films, 2 très bons films. Et maintenant, on va pouvoir passer à la journée avec Jodie Foster. Oui, enfin. Enfin, Ouais. peut-être. les accusés. On a raté les accusés, mais nous sommes allés voir Contact De Robert de Zemeckis. Robert Zemeckis, qui durait 2h30 quand même. Mais du coup, Thomas, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de Contact avec Jodie Foster? Oui, c'est Interstellar dans les années 90. Oui, non, on suit l'histoire de Ellie, jouée par Jodie Foster, qui est astronome américaine. Oui, qui a une obsession, une fascination pour des possibles formes de vie extraterrestres ailleurs dans l'univers, et donc elle dédie sa vie et sa carrière à l'écoute et à l'analyse d'éventuelles ondes sonores qui nous parviendraient de l'espace ou d'autres corps stellaires, tout ça. Peut-être elle entrera en contact avec quelque chose ou quelqu'un, on ne sait pas. Peut-être qu'elle va se retrouver dans une aventure à échelle immense et à la fois très intime. Merci pour ce petit résumé. Du coup, Contact, on a au casting Jodie Foster et un certain Matthew McConaughey, l'acteur de Interstellar, qui vient faire le pont entre ces 2 films. Du coup, rapidement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Contact de 2h30? Décidément, cette année à La Rochelle, c'est 2h30 minimum, soit en termes de ressenti, soit en termes de durée. C'était plutôt réussi. J'ai attaqué immédiatement par les défauts parce que c'est surtout là où je voudrais parler. Je l'avais dit en sortant du cinéma, j'aime vraiment pas du tout l'accompagnement musical de Silvestri pour ce film-là. Autant je trouve que ça colle super bien à des films comme Forrest Gump, autant je trouve qu'il y a des relents de piano, qui font très Forrest Gump et qui collent moins à un film comme Contact, qui, même s'il est assez intimiste, a une musique qui parfois berce un peu trop dans le mélodrame, là où c'est un film qui, je pense, mériterait d'avoir une musique un peu plus dramatique, justement. On a Zemeckis qui s'en sort superbement bien en termes de réa, et à côté Silvestri qui à plusieurs reprises est vraiment à côté de ses pompes, et c'est quelque chose qui pas m'a sorti du film, mais qui m'a un peu embêtant, il me disait merde, parce que le film, vraiment, je pense que j'ai toujours été comme ça. C'est super bien sur plein de trucs, et à chaque fois il y a des petites maladresses qui font que ça aurait pu être mieux. Il y a notamment un personnage de milliardaire qui va se ramener 2-3 fois dans le film et qui sert principalement à faire avancer le scénario, ouais, ni plus ni moins. Un peu en vrai. Après, mais très bien joué par Et, John Hurt. Et assez précis. alors, Mais il oui, est il sert super il sert surtout en il sert termes de... surtout à Ouais. faire débloquer le scénario 2-3 fois, c'est vrai. Mais c'est ce genre de petits détails. Il y a à plusieurs reprises des petits éléments qui me font me dire que je pense vraiment un bon film et tout. Je pense que c'est réussi, mais c'est boursouflé par des petits ratés de ça et là. Mais sinon, par contre, c'est incroyable en termes de réa. C'est fou aussi en termes de jeu d'acteurs et actrices. Jodie Foster, super. Matthew McConaughey, super, vous deux, je vous aime. Et sinon, sinon c'est assez touchant quand il le faut. Il y a des très très belles scènes. Et Contact de Robert Zemeckis, c'est plutôt bien. Je trouve ça très très bien même. J'ai beaucoup aimé. Une fois qu'on est en paix avec le miel musical hollywoodien signé Alan Silvestri en big années 90 et tout, avec les petits pianos juste après Forrest Gump et tout, une fois qu'on est en paix avec ça, oui, non, tu l'as dit, c'est cette espèce de mise en scène complètement dingo, de comment il arrive avec sa caméra à faire vivre ce que ressentent ses personnages, à rendre ça vraiment dynamique, ou insister sur des détails, ou nous faire voir les choses d'une certaine façon. Bref, ça rend Faire tellement... entendre les choses. Nous faire entendre les choses, Ça, souvent c'est aussi, il y a un travail sur le son qui est monstrueux. Et de l'avoir vu dans la grande salle hier avec un bon gros système son de Ouais, c'était un peu salaud, fort par moment, quand même. c'était un peu fort par moment, mais Ouais. c'était bien, on était bien écrasés sur le siège. Bah, c'était le côté Interstellar pour le coup. Là, c'était pas Hans Zimmer qui comme ça, Non. mais on était quand même pas mal écrasés de temps en Ouais. temps. On a oublié de le préciser, mais voilà, il était projeté en 35 mm aussi, donc c'est-à-dire que d'une certaine façon, on était dans les conditions de découvrir le film tel que quelqu'un pouvait le voir en VO sous-titré en 1997-18. Et ça rendait quelque chose sur l'image qui était plutôt intéressant, en vrai de vrai. J'étais pas mal ému par le film, je trouve qu'il marche très très bien. Alors malgré tout, peut-être parce qu'on a les genoux en compote, peut-être parce que dans la grande salle, on est plutôt mal assis au long terme, j'avais effectivement l'impression d'un film de 3h15. Voilà, c'était vraiment une espèce de fresque assez intime et spectaculaire, mais voilà, j'avais très 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 mal au genou. Mais non, je trouve je trouve qu'il fait beaucoup avec un film de 2h30 dans sa mise en scène pour fluidifier son récit, pour arranger les choses les unes avec les autres.
Je trouve qu'il est monstrueusement fort sur ça. Dans l'épisode 0, je parlais du film parce que des gens plutôt aigris, on va dire, me l'avaient décrit comme Interstellar en mieux. Voilà, donc j'y allais un peu en taquin pour savoir. Bon, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu Interstellar que je saurais pas me prononcer. Mais c'est vrai que si je dois me baser sur mes souvenirs, je trouve ce que Contact a à me raconter, c'est vrai, m'a vraiment plus ému, plus parlé peut-être que Bah, ce là, qu'a- il aborde beaucoup plus de thèmes au niveau de la science, de la religion, du conflit Aussi. entre ces deux doctrines, où finalement bah, la science serait une sorte aussi un peu de religion, mais qui se base beaucoup plus sur les faits. Oui, enfin, mais le film parle de ça de façon assez ambiguë et a trouvé des. Parce qu'il est quoi déjà? Il est pasteur? Non, il est pas vraiment révérend. pasteur, il est révérend, voilà. Mm. Enfin, bref, c'est le perso de Matthew McConaughey, qui a une part de sa vie assez spirituelle en tout cas, et qui en parle souvent avec le personnage, avec d'autres personnages. Non mais voilà, d'après le gars qui présentait le film juste avant, il paraît que ça a mauvaise réputation, ou réputation un peu moyenne, Contact de Robert Zemeckis. Moi je vous le conseille plutôt en fait. Donc c'est un peu long, hein. Moi j'enlèverais bien quelques scènes vers la fin, mais non, je trouve le film vraiment très 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 réussi. Et puis ça fait de bien de découvrir un bon, voire très bon Robert Zemeckis, en vrai de vrai. J'avais oublié en vrai, une espèce de kiff de grands films hollywoodiens qui a de grandes promesses, qui les tient, et qui a de très très bonnes idées. Bah, c'était finalement le seul film qu'on a pu voir de Jodie Foster sur la journée d'hier. Oui. Parce qu'encore une fois, les accusés, il y avait trop de monde, on n'a pas pu le voir. Mais qu'est-ce que c'était bien, je suis quand même très très content d'avoir pu rattraper celui-là. Très bien, et ben maintenant tu vas nous parler de Matador, de Pedro Almodovar. Je vais vous décrire la scène d'intro du film Matador d'Almodovar. Je crois que c'est son 3e film, il fait ça en 86. Matador, ça commence sur un ancien toréador, un toréador à la retraite, on va dire ça, qui se touche sur des images de meurtres, que ce soit issus de films d'horreur, de giallo italien, ou que ce soit des accidents de corrida. Voilà, ça c'est l'intro du film. Alors, si je vous en parle, c'est parce que le film va mêler dans une espèce d'intrigue criminelle, que je ne vais même pas essayer de résumer parce que c'est un peu le bazar, va mêler une histoire d'amour avec une histoire criminelle, et va se mélanger, faire se rejoindre la pulsion d'amour et la pulsion de mort, on va dire ça comme ça, pour utiliser des gros mots comme pulsion. Enfin bref, puisqu'on va suivre des personnages qui ont un rapport à la sexualité assez marginal, enfin pas assez extrême, tout à fait extrême. Et le film va parler de ça à travers donc cet ancien torero, une avocate et un personnage joué par Antonio Banderas aussi, qui est issu d'une famille très 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 catholique et qui a une espèce de complexe de culpabilité qui va mettre un sacré boxon dans une enquête policière de meurtre qui a lieu à Madrid, je crois. Donc je vais pas trop en dire, le film est assez surprenant. Au début, il faut être en paix avec le fait qu'on va rire de choses horribles, parce que le film va aussi être très très drôle et à réussir à nous faire rire sur des choses assez sordides, mais ça fonctionne bizarrement, on finit par se prendre au jeu, on finit par se prendre dans cet univers très particulier de ces personnages. C'est vraiment bien filmé, bien raconté, bien joué. La musique est cool. C'est un peu chelou, je le répète, mais c'est plutôt... c'est une vraie personnalité, c'est un vrai truc, donc n'hésitez pas à essayer celui-là, par exemple. Si jamais vous n'avez pas vu Matador, c'est chelou, et attendez d'avoir 15 ans, mais sinon, c'est très très bien. Voilà. Très bien, bah merci Thomas. On se retrouve demain pour plusieurs films, on ne sait pas encore Ouais, le on sait pas programme. trop encore. Il y aura sûrement des courts-métrages palestiniens que Thomas va aller voir. Oui. J'hésite encore. Puis dans l'après-midi, on verra ce qu'on Oui, il y verra. aura peut-être du Edouard Yang, C'est on ça. verra bien, on sait On pas verra encore. bien. Mais des bons films, on l'espère. C'est ça. Revenez pour le savoir, oh là là. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, Insta, Twitter, Spotify, YouTube et les autres. Et d'ici là, soignez-vous bien en regardant des films. Abonnez-vous. Ciao. Salut.